Il y a des choses dont je ne vous ai jamais parlé. Vous vous souvenez, toutes ces vidéos d'anecdotes qu'on a fait, blablabla, et ben on en a pas fait pendant un moment. Pourquoi? Parce que j'ai raconté tellement d'anecdotes que j'avais plus rien à raconter. Mais, vous savez, on mûrit, on grandit, on vit des choses, et parfois on se souvient de quelques trucs. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes de quand j'étais petit. Il y a d'ailleurs l'une de ces anecdotes où aujourd'hui encore mes parents n'ont jamais su la vérité. Ils vont l'apprendre en regardant cette vidéo, comme vous. Alors papa, maman d'avance, désolé. Mais tout d'abord on va commencer avec une première très rapide, très concise, juste pour montrer à quel point quand on est plus jeune, on est très naïf, et on pense être trop malin. Alors, vous le savez, quand j'étais petit, j'étais un gros fan des écrans, des jeux vidéo. J'avais la PS1, je jouais à Tekken et FIFA avec mon frère. Plus tard, j'ai eu la GameCube, etc. Mais avant tout ça, ça a commencé par des jeux sur l'ordinateur. Moi, je suis un vrai, moi! Team PC depuis le plus jeune âge. En gros, pendant très longtemps, mon frère avait le droit d'aller sur l'ordinateur, mais pas moi. Donc, je le regardais jouer au loin. Je crois qu'il jouait à Quake ou Unreal Tournament à l'époque. Et moi, je pouvais pas y jouer. Alors, j'étais jaloux. Dès mon plus jeune âge, une grande jalousie. Et donc j'ai commencé à entamer un travail psychologique auprès de mon père, où petit à petit je l'ai préparé à me dire oui pour que je puisse jouer sur son ordinateur portable. Ça a duré des mois et des mois, donc c'est des détails tout con, hein. Par exemple, ton frère est sur l'ordi, ton père est dans le canapé, et toi tu passes à côté de ton frère en disant oh là là, il a l'air bien ce jeu. Et tu regardes ton père pensant qu'il va te proposer d'y jouer, mais pas du tout. Il te dit juste d'aller faire tes devoirs, c'est ciao. Mais après plusieurs mois, on est tôt le samedi matin, on passait les week-ends chez mon père, et pour la 1000e fois, je passe devant mon frère qui est en train de jouer sur l'ordi, et je dis à haute voix, j'espère un jour que mes parents seront des parents modèles et me laisseront pourquoi pas jouer à l'ordinateur, mais bon, après je vais accuser personne dans cette pièce, surtout pas le monsieur au gros ventre là-bas sur le canapé. Et là, mon père me regarde depuis le canapé et me dit, allez, cet après-midi, tu pourras faire 2-3 parties. Ah bah là on applaudit Thierry, hein, là vraiment. L'après-midi mon père se casse de chez moi, mon frère se casse de chez moi, et je suis tout seul sur cet ordinateur à pouvoir jouer à Unreal Tournament pour la première fois de ma vie. Hey! Mais mec, vous vous rendez compte, je suis sûr que vous vous souvenez même pas de votre première partie de jeu vidéo. J'avais 7-8 ans, hein, je contextualise, j'étais vraiment très jeune. Je n'avais rien à faire sur cet ordinateur à jouer à Quake. Mais merci papa. C'était ma toute première partie sur un FPS mec. Du coup j'étais nul, très nul. Je joue, je meurs, je remeurs. Et je commence à m'énerver, à être pas bien. Je découvre ce que c'est que la rage sur un jeu vidéo à ce moment là. Plus je joue, moins j'ai de plaisir, et plus je me dis que je suis nul à côté des autres. Du coup mon ego d'enfant de 8 ans, moi qui croyais être le plus malin et le plus stylé de la planète, ben mon ego explose. Et là mec, je craque complètement. J'oublie tout, et je frappe comme ça à multiples reprises le clavier de l'ordinateur. Et là, hop, une petite touche qui s'en va au fil des coups. Hop, une deuxième. Hop, non Lucas, pas une troisième quand même. Une troisième. Là j'arrête comme ça, je reprends mes esprits, et c'est précisément à ce moment-là de ma vie où j'ai compris que les actes avaient des conséquences. À ce moment-là. Et je vois les 3 touches comme ça qui ne sont pas là où elles devraient être, elles sont par terre. Et là je me dis, bah je suis mort en fait. Je suis foutu. Mon père va rentrer, il va voir les touches détachées, il va me soulever tout de suite. Vous avez tous vécu cette situation où tu sais que t'as fait une grosse connerie et tu te dis comment je maquille, comment je fais pour camoufler ça et qu'on ne me repère jamais. Et là hop, grosse idée de génie, j'ai 8 ans, je suis un petit filou, je suis un ouf, qu'est-ce que je fais? Je remets les touches à leur place, je ferme l'ordinateur et je vais dans mon lit. C'est tout. Ça c'est mon plan. Je me suis vraiment dit, bah quand il va ouvrir le PC, il y aura les touches au bon endroit, et puis quand lui il va taper, elles vont partir et ce sera sa faute à lui, c'est pas la mienne. Mon père rentre, il va le soir checker ses mails, etc. Il ouvre le PC, les touches partent immédiatement, c'est bon? Immédiatement. Je n'ai pas pu jouer à des jeux vidéo sur son PC pendant des années. Vous comprenez ça? Des années. Voilà, c'est une chute pas ouf, mais c'est une mise en bouche. La prochaine, j'ai toujours hésité à la raconter parce que je m'en voulais de ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, je pense que je peux la raconter. J'avais 12 ans, donc la soif d'aventure, de frissons, d'angoisse, de tout ça quoi. Et avec mes potes, on repère un camp dans lequel dorment des forains. Il y avait une fête foraine pas loin de ma ville, et bref, nous on trouve le camp où ils logeaient, ils se reposaient, il y avait plein de caravanes, voilà, ils étaient là. Ils étaient à un endroit, vraiment, ils faisaient leur vie, enfin normal quoi, des forains quoi, Osef. Et je sais pas pourquoi, on trouvait ça genre trop stylé, genre trop bad boys, d'aller les voir et de les faire chier un peu. C'est débile, c'est nul. Eh, on va aller les voir et faire du bruit, on est des thugs. C'est de claquer au lit ça. C'est des trucs de gamin, tu crois trop que c'est incroyable et anti-système et que t'es un rebelle, alors que t'es juste un petit con qui ferait mieux de casser les touches du PC portable de son père, tu vois. Vraiment. En fait, les caravanes étaient sur un espace derrière une butte. Donc quand tu montais en haut de la butte, tu avais une vue sur le camp. On s'amuse toutes les semaines à aller en haut de la butte, à observer, à aller voir, etc. Et un jour, on observe et on est observé aussi. En bas de la butte se trouvent 2 enfants, je me souviens très bien, en train de faire des trucs avec un couteau papillon. Ils le maîtrisaient mon gars. Ils avaient 9 ans, ok, mais c'était très beau de les voir faire ça. Nous, ça nous met la pression, on est intimidés et on se dit putain, ils ont 3 ans de moins que nous et ils sont plus bad boys, ils jouent avec des couteaux papillons, waouh. En vrai on aurait voulu être ces enfants là, mais on n'était pas du tout ces enfants là. Bref, on revient la semaine d'après et moi avec moi je prends un ballon de foot.
J'ai honte, mais si vous saviez comme j'ai honte. Et tu sais, je découvre un peu l'effet de la testostérone. Je me dis, hey, je suis trop un mal alpha. Non, Lucas. Et dans 10 ans, tu ne le seras toujours pas. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas t'empêcher de bien dormir, de faire des trucs cool et de plaire à des gens. C'est pas grave. Mais tout ça, personne me l'avait dit, ok? Je pose ce ballon en cuir sur la butte et je tire de toutes mes forces en direction des caravanes en contrebas. Et là, on entend un bruit de verre qui se casse. En gros, il a probablement rebondi et il est allé dans une vitre et ça a pété une vitre. Est-ce que c'est bon pour vous? La débilité de ces enfants. Moi et mes potes, on se chie dessus. Et on va se cacher à proximité de la butte pour... Ça n'a aucun sens. On va se cacher à proximité, voir si quelqu'un sort de l'endroit. Plutôt que de rentrer directement chez nous, c'est débile. Et au bout de 2 minutes, il y a un mec qui sort du camp. Un forain ultra vénère, très grand, très musclé, qui fait ce geste. Ce geste veut dire, si je vois l'élément qui a fait ça, je lui nique sa mère immédiatement. Ça, on était petits, mais on l'a très vite compris. On s'apprête à aller chercher nos trottinettes écartables qu'on avait mis dans un chemin pas loin de là. Ouais, parce qu'en fait, on avait fini 2 heures plus tôt, mais on l'avait pas dit à nos parents, donc on avait foncé là-bas pour faire ça. Enfin, tout est débile. Je vous l'ai dit, j'ai pas menti, tout est con. Et là, on se dit, attends. Si on va dans le chemin prendre nos affaires, on est allé loin, hein, et que par malheur, le gars est là et a trouvé nos affaires, on sera pris un sandwich. Parce que c'est sûr, il a prévenu tous ses sauces et il nous cherche tous à l'heure actuelle. On est les mecs les plus recherchés de la ville, c'est sûr. Et donc, on décide de faire tout le tour pour arriver de l'autre côté du chemin, côté par lequel on était arrivé initialement lorsqu'on a posé nos affaires. On marche donc sur ce chemin en se disant putain on est trop malin, plutôt que de se dire putain on est des bons trous du cul quand même, on est vraiment cons. On tombe nez à nez avec lui. Le mec, toujours comme ça. Il était là, avec nos affaires dans les mains. Là, il y a un petit blanc, un petit moment de malaise. Et là, le mec lâche nos affaires et on tape le sprint de notre vie dans la direction opposée. Mais quand je vous dis le sprint de ma vie, c'est qu'on a couru 2 km à pleine vitesse sans s'arrêter. Et donc, je rentre et ma mère me dit, bah Lucas, t'as pas ta trottinette et ton cartable ? Et je l'avais pas quoi, je pouvais pas inventer une excuse, j'étais mort là. Donc j'explique à ma mère qu'on me les a volés. Elle me dit comment ça on te les a volés, les gens ont pas autre chose à foutre que de voler ton cartable et ta trottinette moisie, c'est une trottinette usée de ouf et tout. Et je lui dis non on me les a volés, c'est abusé, il y a des voleurs maman dans cette ville, c'est scandaleux. Le mec il s'enfonce dans son mensonge quoi. Ma mère ne sait toujours pas la vérité aujourd'hui. Elle sait toujours pas j'ai tiré avec un ballon et tout, elle sait toujours pas ça. Et donc je suis obligé de lui avouer une partie de la vérité, à savoir l'opus du on sort des cours 2 heures plus tôt et on va là-bas pour observer les forains. Et en repartant nos affaires ont disparu et on suppose que c'est eux. C'est terrible de s'enfoncer dans le mensonge comme ça. C'est assume mec, t'as fait de la merde, assume. Et là ma mère se chauffe, elle dit à mon beau-père, eh ben on va aller récupérer tes affaires. On prend la voiture et on prend la route en direction de là où il y a les forains. Moi dans la voiture je me dis, je suis mort. Déjà parce qu'en arrivant, le mec est sorti du camp, il sera là. Et il va me dire, frérot, je suis pas débile, t'as tiré au ballon sur notre campement et t'as pété une vitre. Donc celle-là tu vas te la prendre. Et en plus, parce que ma mère va apprendre que tout ça, c'est ma faute. Et alors on arrive là-bas et mon beau-père descend de la voiture, il va au milieu de l'endroit et il dit, hey, vous avez pas vu les cartables et les trottinettes? On dirait le début d'un mauvais fait divers. Et les gens en face répondent très gentiment, bah non que dalle, casse-toi quoi. Il est 21 h, on est au mois de janvier, t'as pas autre chose à foutre là? Mon beau-père revient, on rentre à la maison et c'est la fin de l'histoire. Jusqu'à une semaine plus tard, où mon beau-père, roulant sur la route qui longe l'endroit où il y a les forains, voit au loin quelque chose qui brille dans un champ et il se trouve que c'était nos trottinettes. Alors tout est bien, qui finit bien, et j'ai pu avoir un nouveau cartable beaucoup plus beau que l'ancien. C'est une fin injuste, vu ce que je méritais. Alors j'aimerais présenter mes excuses à ces gens, s'il y en a qui regardent cette vidéo. Les gars, désolé, j'étais débile. Et bien wesh, à celui qui allait à l'école avec mon cartable, parce qu'il était plus beau que le tien. C'était la dernière grosse connerie de ma vie. Alors à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont 11-12 ans, ne faites pas ça, c'est idiot. Bref, il est temps de passer à la dernière anecdote qui a sa place un peu dans un thread d'horreur, mais un thread d'horreur très gentil. Vraiment très gentil. Vous vous souvenez, dans une vidéo anecdote, je vous ai raconté la fois où j'étais en colonie et où j'avais fait le mur pour aller dans le dortoir des filles avec des potes. Et où j'avais gâché la tentative d'un de mes potes d'embrasser la fille qu'il aimait. Et ben écoutez, lors de cette même colonie, il s'est passé l'un des trucs les plus flippants de toute ma vie. Vous allez avoir très peur au début et quand je vais dire la chute, vous allez quitter la vidéo tellement c'est pas ouf. Ah, c'est juste la petite aparté, excusez-moi. On se retrouve dans 5 minutes, vous me direz si j'avais raison. Alors, c'était une colonie, je sais plus où en France, dans un centre équestre. Ma mère m'avait inscrit parce que j'adorais les animaux et aussi parce qu'elle voulait se débarrasser de moi pendant 2 semaines tous les ans. Et du coup, j'y suis allé 3 années de suite et c'était génial. Et cette année-là, c'était la dernière. C'est-à-dire que tout le monde savait que l'année d'après, il n'allait pas y retourner. Et l'anecdote que je vais vous raconter se passe la dernière nuit de la dernière année où on a fait cette colonie avec les gens. Ce centre équestre était entouré de champs puis de forêts. C'est-à-dire que la nuit, si tu sortais, tu te chiais dessus, mec, ok? Mais ce soir-là, de cette année-là, on s'est dit, les gars, c'est notre chance. On en parle depuis 3 ans. Venez, on va dans la forêt cette nuit.
méga dangereux, à ne surtout pas faire quand t'as 12 ans. Il est minuit, on sait que les animateurs sont soit en train de se bourrer la gueule dans leurs dortoirs qui sont très loin des nôtres, soit ils dorment, et on décide de partir par la fenêtre de notre chambre. Sachez qu'à l'époque, rester éveillé jusqu'à minuit, pour nous, c'était un truc de malade déjà. Déjà, on était dehors la loi, juste parce qu'on était éveillé jusqu'à minuit. Donc on sort de la chambre, et là, la première étape, c'est de traverser le champ. On traverse le champ, on arrive à l'entrée de la forêt, et là, mon gars, là c'est simple, même à 23 ans, je me retrouve au même endroit, je me chie dessus, mec. La forêt, elle est épaisse, la lumière de la lune, elle éclaire à peine. Mais on est malin, on a emmené une lampe torche. Quelle erreur! Dès le début, il y a une erreur. Et on s'enfonce dans la forêt. On marche 10-15 minutes. Et là, on tombe sur un groupe d'arbres et on s'assoit chacun au pied d'un arbre. Chacun notre tour, on se passe la lampe torche, on éclaire notre visage et on raconte une histoire qui fait peur. Genre là, à 23 ans, si on refaisait ça, je raconterais exactement cette histoire-là. Je vous jure. Et je me souviens, la lampe torche arrive entre les mains d'un pote qui s'appelait Arnaud. Arnaud, big up à toi si tu regardes cette vidéo, frérot, ça fait 10 ans. Mais je me souviendrai toute ma vie de cette anecdote. Je suis pas bien là. Arnaud, il commence à raconter son histoire d'horreur. Et après 3-4 phrases, on entend une respiration. On se regarde, tous les quatre, et on constate tous le même problème. La respiration, c'est celle d'aucun de nous quatre, puisqu'elle provient d'un endroit, et qu'à cet endroit-là, il n'y a aucun d'entre nous. Et cette situation, elle dure probablement 10 secondes, mais en ressenti, elle dure 10 jours. Arnaud, toujours le visage éclairé, éteint la lampe torche, et là on attend 30 secondes dans le noir complet. Je sais ce que vous dites, mais pourquoi vous n'avez pas éclairé là d'où venait la respiration pour voir ce que c'était? Eh bien écoutez, la réponse est simple, on ne voulait pas voir ce que c'était. On voulait devenir invisible, cette fois on voulait devenir un tronc d'arbre tous. Et le bruit de respiration se rapproche de nous. On n'entendait pas, en plus de ça. Et là Arnaud rallume la lampe et dit « Courez !» On se lève et je tape le deuxième plus gros sprint de ma vie, le premier étant celui en revenant du camp des forums. Il y a un des gars du groupe pendant qu'on court qui se mange une racine d'arbre et qui tombe. Vous voyez dans les films, les héros ils s'arrêtent, ils courent vers le gars qui est tombé, ils le relèvent. Dans la vraie vie, tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne s'est arrêté. On a continué de courir mon gars. C'est ciao Alain. On te souhaite une belle mort. On arrive dans le champ qui était quand même assez épais. Il faisait peut-être 7 minutes de marche pour le traverser et atteindre la forêt. On court et pendant que je cours, je me retourne et je vois les céréales qui étaient très grands s'écarter, vous savez. Je vois le truc se rapprocher parce qu'il s'écarte comme ça. Et là je comprends qu'on est poursuivi. Alors je cours encore plus vite. On arrive devant la chambre, on saute, je me souviens, par la fenêtre. Et Arnaud, c'est vraiment le héros de l'histoire. C'est le gars qui en arrivant, il a pas sauté dedans, il a dit allez dépêchez-vous, rentrez, allez. Moi je rentre, j'étais le premier à rentrer, zéro couille Lucas Auchard, c'est bon. Là on est à proximité du centre, donc il y a une lumière ambiante. Donc il voit ce que c'est qui nous suivait. Mais nous on est dans la chambre, on ne voit pas. Les bruits de pas s'arrêtent. Arnaud reste figé. Ça dure plusieurs secondes. Et d'un coup, il saute à l'intérieur de la chambre et il ferme la fenêtre. Donc là, il y a un gros silence. On réalise tous que ça s'est pas passé comme on voulait, évidemment. Et Arnaud nous dit, les amis, on vient de se faire poursuivre par un putain de sanglier. Et c'est lui qu'on avait entendu respirer fort, qu'on avait entendu marcher, etc. Et il nous a suivis jusqu'au centre. Et du coup, on s'en est sorti nickel. Mais voilà c'est la chute. Ah, c'est le moment où vous êtes déçus. Ah, bah désolé. Ah, vous croyez que c'était un psychopathe qui vivait dans la forêt? Pas du tout. C'est dans les films, ça. Comme le mec qui se prend la racine et qui tombe. Non, là pour le coup, ça arrive vraiment. Je comprends pourquoi il y a ça dans les films. Alors, petit rappel. Un sanglier, c'est une bête qui fait en moyenne 200 kg. Ça peut même faire jusqu'à 300 dans des cas vraiment incroyables. Au trot, il court à 20 km/h. Mais quand il sprint, il atteint les 70 km/h. Donc si ce sanglier avait voulu nous buter, il nous aurait buté. C'est bon pour vous? Pour la petite anecdote, du coup, on avait raconté ça le lendemain au moniteur qui s'en foutait puisque c'était la fin de la colo, donc ils allaient pas nous embrouiller, sachant qu'on n'allait plus jamais revenir. Et l'un des moniteurs, en fait, vivait dans une maison au milieu de la forêt. Enfin, quand il n'était pas au travail, à savoir en train de nous surveiller. Travail qu'il faisait bien, apparemment. Bref, du coup, il connaissait beaucoup les animaux, etc. Et il nous a expliqué qu'on avait sûrement pénétré sur le territoire d'une meute ou d'un ou d'une sanglier, qui peut-être même protégeait ses petits. Elle nous a chassés parce qu'elle avait peur de nous, en fait. Elle se sentait en danger, menacée. Elle ou ses petits, je sais pas. Et c'est comme ça que j'ai eu la phobie des forêts. Wouh! Écoutez, c'était probablement la dernière vidéo anecdote de ma jeunesse de la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, j'aime bien faire ça en ce moment dans les vidéos là. C'est mon délire un peu mec qui a traîné sur des forums. Je suis chaud pour que là, dans les commentaires de cette vidéo, vous racontiez, chacun raconte une énorme connerie qu'il a fait quand il était petit ou un truc vraiment flippant qu'il a vécu. L'un ou l'autre, vous choisissez, mais je veux que les commentaires ce soit ça. Comme ça, on a envie de les lire et c'est cool. Plutôt que juste d'essayer d'avoir des likes en disant une blague qui a été faite 20 fois avant. Est-ce que je fais ça pour avoir un espace commentaire cool sur cette vidéo? Est-ce que je fais ça pour avoir des commentaires et peut-être un meilleur référencement? Ou est-ce que je fais ça pour être sûr que j'étais pas l'enfant le plus con de la planète? Franchement, je sais pas. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, n'allez pas titiller les sangliers. C'est la pire morale.